Madame Manavi Isabelle et ses co-requérants évoquent au terme de leur requête la violation de leurs droits de l'homme par l'État togolais sur le territoire de la République togolaise. État membre de la communauté CEDEAO, cette évocation faite sur la base des articles 9, 4 et 10 du protocole additionnel 2005 relatif à la Cour est amplement suffisante pour déclarer recevable la présente requête initiée par des personnes physiques revendiquant la qualité des victimes des violations des droits de l'homme qui auraient été commises sur les territoires d'un État membre de la communauté. En conséquence, la Cour déclare recevable la requête de Mme Manavi Isabelle et de ses 8 co-requérants. De la compétence de la Cour. Les questions soumises à l'appréciation de la Cour, à savoir la transmission par le président de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle des lettres de démission attribuées aux requérants et contestées par ceux-ci, et la décision du 22 novembre 2010 de la Cour constitutionnelle prise à la suite de cette transmission relève-t-elle de la compétence de la Cour comme étant susceptible de constituer des violations des droits de l'homme des requérants comme ils le soutiennent? La Cour note de prime abord que la simple référence aux instruments internationaux suscités qui constituent l'essentiel d'ordre juridique communautaire en matière de droits de l'homme induit la compétence formelle de la Cour telle que déterminée par les articles 9, 4 en ce qui concerne la matière et 10 D en qui concerne la saisine de la Cour. Que sa jurisprudence étant constante à cet égard, la Cour se doit de retenir sa compétence et statuer sur le fond. Au fond, la Cour doit déterminer si la transmission par le président de l'Assemblée nationale des lettres de démission attribuées aux requérants, mais contestées par ceux-ci, et la décision prise par la Cour constitutionnelle suite à cette transmission constitue, comme l'affirment les requérants, des violations des droits de l'homme à leur détriment. Quoi qu'il s'agisse d'une initiative du président de l'Assemblée nationale, suivie d'une décision de la Cour constitutionnelle, la procédure qui a conduit les requérants à la privation de leur poste de député doit être analysée dans son ensemble comme étant un acte qui oblige l'État du Togo à l'égard de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. La Cour est d'avis que si une prétendue violation du droit à un procès équitable est en cause, l'enseignement du procès dans sa globalité va permettre d'affirmer s'il y a eu respect au nom de ce droit. En l'espèce, la procédure qui a conduit à la déclaration de perte du mandat des requérants a été déclenchée par le président de l'Assemblée nationale en décidant de transmettre à la Cour constitutionnelle des lettres de démission de certains députés qu'il a reçus du groupe parlementaire de l'UFC, auquel les requérants appartenaient. Il est vrai que l'article 6 du règlement de l'Assemblée nationale dispose que, et je cite, tout député régulièrement élu peut se démettre de ses fonctions. Les démissions sont adressées au président
qu'elle donne connaissance à l'Assemblée nationale dans la plus prochaine séance, il est notifié à la Cour constitutionnelle. Il ressort de cet article que rien n'empêche à un député régulièrement élu de prendre l'initiative de présenter par écrit sa démission par une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale. Toutefois, les députés concernés nient avoir pris l'initiative de renoncer à leur mandat et d'avoir adressé une lettre de démission au président de l'Assemblée nationale. À l'analyse des faits de la cause, amène la Cour à conclure qu'aucune lettre de démission n'a été présentée au président de l'Assemblée nationale par les requérants dans cette affaire. Il est établi que le président de l'Assemblée nationale a reçu du nouveau leader du groupe parlementaire de l'UFC des documents qui ont été signés par les personnes concernées quand celles-ci n'étaient encore que de simples candidats au poste de député. Les 10 documents étaient ainsi libellés, et je cite: « Je vous informe qu'à partir de cette date, je renonce à mon mandat pour des raisons de convenance politique. » Toutefois, ces documents ne peuvent être considérés comme étant une lettre de démission au sens de l'article 6 du règlement de l'Assemblée nationale. En effet, selon cet article, une lettre de démission doit être signée par le député régulièrement élu. Statut juridique que le signataire n'avait pas acquis au moment de la signature par eux de dites lettres, ce qui n'est pas contesté par le défendeur. D'autre part, il résulte des faits de la cause que les requérants n'ont jamais exprimé leur volonté de démissionner en remettant ou en envoyant une lettre au président de l'Assemblée nationale. Bien au contraire, ils ont réfuté devant la plénière de l'Assemblée nationale avoir eu l'intention de démissionner, ce qui est d'ailleurs confirmé par la création d'un nouveau groupe parlementaire. Cependant, si les députés concernés n'ont accompli aucun acte de démission, cela signifie que les conditions telles que prévues à l'article 6 du règlement de l'Assemblée nationale n'ont pas été observées. Raison pour laquelle les dites lettres ne devraient pas être transmises à la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que la première réaction du président de la Cour constitutionnelle aux lettres de démission reçues a été d'envoyer au président de l'Assemblée nationale la lettre du 17 novembre dénonçant les irrégularités dans la procédure et demandant que soit respecté l'article 6 du règlement de l'Assemblée nationale. La non-régularisation de cette procédure par le président de l'Assemblée nationale a amené la Cour constitutionnelle à statuer comme elle l'a fait, privant ainsi les requérants de leur mandat sans qu'ils aient été entendus. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose dans son article 10 que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit
du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Et l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose que, et je cite, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. » Ces droits comprennent le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. L'article 1er H du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance dispose que les droits contenus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des États membres de la CEDEAO. Tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions des droits communs ou par une juridiction spéciale ou pour toute institution nationale créée dans le cadre d'un instrument international des droits de la personne. En cas d'absence de juridiction spéciale, le présent protocole additionnel donne compétence aux organes judiciaires du droit civil au commun. Dans les circonstances de l'espèce, le respect du droit la Cour conclut donc qu'il a donc à la violation par l'État du Togo du droit des requérants à être entendu. Les requérants allèguent également la violation de leurs droits d'association prévus dans l'article 10 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais les faits allégués, cette violation n'ayant pas été prouvée par les requérants, la Cour rejette cette demande. Les requérants ont sollicité la condamnation de l'État du Togo à leur payer au titre des dommages et intérêts telle somme que la Cour estimera suffisante en réparation du préjudice subi. Les requérants, même s'ils n'ont pas exposé les éléments constitutifs et la nature de leur préjudice, l'ont cependant laissé à l'appréciation de la Cour le montant de ce préjudice. La Cour juge que les requérants ont été privés d'un droit fondamental de l'homme qui est le droit à un procès équitable. Il y est dès lors de réparer les préjudices subis par les requérants. Par ces motifs, la Cour statuait publiquement et contradictoirement en la forme, rejette les cessions d'incompétence soulevées par l'État du Togo, se déclare compétent pour examiner les allégations de violation des droits de l'homme des requérants commises par l'État du Togo. Dit que la demande de soumission de la présente affaire à la procédure accélérée est rejetée, les requérants n'ayant pu justifier d'aucun motif légitime. Au fond, dit qu'il y a violation par l'État du Togo du droit fondamental des requérants à être entendu tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En conséquence, ordonne à l'État du Togo de réparer la violation des droits de l'homme des requérants et à payer à chacun le montant de 3 millions de francs CFA. Mais les dépenses à la charge de l'État du Togo. Cette décision, cet arrêt sera signé par les juges Befet Mosramos, président, honorable juge Anthony Benin, honorable juge Eliam Boté, assisté du maître Athanas Atana.